Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 5 décembre 2019, les contre-coups de la grève des travailleurs de la SDE, une capitale assoiffée, plusieurs quartiers de Dakar attendent la bouée de sauvetage des autorités compétentes, leur cri de détresse dans ce journal. La bonne nouvelle pour les pêcheurs de Guet Ndar, désormais leurs hors-bord pourront tracer leur sillage mousseux dans les eaux mauritaniennes. Assurance du ministre Alioune Ndoye, soucieux par ailleurs des dégâts de la brèche qui a déjà arraché la vie de plusieurs pêcheurs. Des incubateurs pour garantir la longévité des startups. La 5e édition du concours Gaindé Challenge Entreprendre s'est penchée sur la problématique. Le constat est alarmant. 80% des startups prennent l'eau avant leur 5e anniversaire, tout au plus. La journée mondiale de l'égalité des chances ce 5 décembre à Saint-Louis. L'association des handicapés se dit lasse. Lasse de se morfondre. Le décret d'application se fait toujours désirer, suscitant le ras-le-bol de la capitale du Nord. Bienvenue à tous. Dans un instant, le développement de tous ces titres. La grève de la SDE, beaucoup de quartiers de la capitale en ont subi l'impact. Nos reporters ont visité quelques endroits ce matin, même situation de pénurie un peu partout à Dakar. Les populations espèrent une réaction rapide des autorités compétentes pour un retour à la normale de la distribution de l'eau dans la capitale sénégalaise. Moussa Fall, Alioune Gueye. Désemparés, les résidents de Sacré-Cœur 3 ne savent plus où donner de la tête. Cela fait 48 heures qu'ils ne voient plus la couleur du liquide précieux. Une situation gravissime, très mal vécue par les victimes. On reste là jusqu'à tard dans la nuit, vers 1h, 4h du matin, pour attendre l'eau. Franchement, c'est difficile. On ne peut pas vivre sans l'eau, on travaille dessus, on fait tous nos besoins. Franchement, c'est difficile. Autre secteur, mais la même souffrance. Au Scat Urbam, les habitants ont opté pour le plan B avec les bouteilles d'eau minérale. Pratiquement depuis ces 48 heures, on a confronté à ce problème quand même. Voilà. C'est un problème récurrent, mais malheureusement, ces dernières 48 heures, c'est constaté. C'est pas du tout normal. Ils peuvent faire leur grève sans pour autant couper l'eau. Nous sommes obligés de se rabattre sur les bouteilles d'eau minérale. C'est pas du tout normal. Ici comme ailleurs, on porte un doigt accusateur sur l'État qui doit trouver une solution à la crise. L'eau, quand même, c'est un élément indispensable pour la vie. Donc il faudrait que les autorités fassent tout pour que le problème soit réglé le plus rapidement possible. En fait. Nous sollicitons l'aide du président de la République. Il faut que les deux parties essaient de trouver un terrain d'entente pour l'intérêt de la population. Nous voulons une paix dans ce pays. Depuis quelques jours, les agents de la SDE sont en grève. Le mouvement commence à impacter plusieurs quartiers de la capitale où la population risque encore de souffrir de pénurie d'eau au vu du dialogue de sourds entre les protagonistes. Ce 5 décembre, journée mondiale de l'égalité des chances, à Saint-Louis, l'association des handicapés attend toujours de pouvoir profiter justement des cartes d'égalité des chances. Ses membres réclament le décret d'application qui se fait désirer dans les meilleurs délais. Momar Ali Snyang est allé à la rencontre d'un des responsables de l'association. Père de famille, très sociable, Atouman Kansi est le chargé de communication de la Fédération régionale des personnes handicapées de Saint-Louis. Par ailleurs, il est le vice-président exécutif du comité de développement sanitaire de son quartier Gorumbach. Apprécié de tous, son combat de tous les jours demeure l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, surtout avec les cartes dites d'égalité de chance. Depuis que nous on a reçu la carte doit nous servir. Je dis bien sûr, elle doit nous servir à deux types de services. La prise en charge dans la santé, je vais en revenir, et le transport. Cette question d'égalité de chance, selon lui, fait face à un certain nombre d'obstacles. J'ai droit au loisir, moi.
Une autre personne comme moi a besoin de loisir. Et en ces moyens, il y a dans certaines boîtes dans ce pays-là, il y a dans certains dancing, il y a dans certains grands restaurants, dans même des grands hôtels, de la place. Une personne handicapée, qu'elle arrive, elle a un besoin. Elle peut avoir même un coopérant qui arrive dans un hôtel. Pour rentrer dans l'hôtel, c'est un problème. Son vœu le plus cher, comme il a eu à le dire de vive voix au président de la République, est que ce dernier signe très rapidement le décret d'application de ces cartes d'égalité de chance. Il m'a vu, après la levée de couleur, il est en train de faire le tour. Il m'a vu, il est venu vers moi. Il m'a expliqué. Et la première question qu'il m'a posée est les cartes d'égalité. Je lui ai dit, monsieur le président, mais c'est vraiment bon. Vous avez une initiative, moi je suis très content. Et c'est vrai, il y a un problème. Il m'a dit lequel. J'ai dit, il faut que vous signiez le décret d'application. Parce qu'en fait, le décret d'application, signé par le président, va soulager toutes les personnes handicapées. Parce que les 5 cartes seront appliquées obligatoirement. Tout en espérant que son vœu va se réaliser, Atoumane Kansi continue paisiblement de mener une vie saine au service de sa communauté. Plus de 297 milliards de francs CFA débloqués pour le démarrage des petites et moyennes entreprises sont en perspective des Transformers Summit. 34 entrepreneurs ont été formés, dont 15 Sénégalais. Dans cette perspective, l'Académie a permis justement aux jeunes de bénéficier de formations en entrepreneuriat et d'échanger sur le secteur. Le rendez-vous précisément est prévu pour lundi prochain. Sidi Niang et Boubacar Dieng étaient à la conférence de presse ce matin. 34 entrepreneurs venus du monde entier ont été formés pendant 7 jours durant cette académie. Parmi eux, 15 Sénégalais sélectionnés par l'État du Sénégal. Donc, dans le cadre de cette académie, ils ont pu bénéficier, ces entrepreneurs, de beaucoup de supports, de beaucoup de cours, d'échanges sur différents sujets. Par exemple, comment lever des fonds en tant que société qui est dans l'innovation, surtout qui démarre, une start-up. Comment faire le marketing de ses produits, par exemple, de son entreprise. Sur également comment forger des partenariats et sur d'autres sujets également. Hormis ces formations, l'académie a été un moment de partage de connaissances pour tous les bénéficiaires. Et l'académie également leur a permis d'échanger entre entrepreneurs pour apprendre les uns des autres, surtout éviter les erreurs commises par certains entrepreneurs pour pouvoir aller très vite donc dans l'innovation et dans le développement de leur entreprise. Pour le développement des petites et moyennes entreprises et des start-up, Amadou Hott annonce une nouvelle loi qui va être soumise à l'Assemblée nationale dans un bref délai. Parce que le gouvernement a envoyé au Parlement une nouvelle loi qui va être étudiée au Parlement pour le développement des start-up. Et donc dans cette loi, nous prévoyons beaucoup d'incitations, des décisions qui permettront des lois et règlements et des décrets après qui vont être pris pour permettre aux start-up sénégalaises de pouvoir se développer, de pouvoir se prospérer dans tous les secteurs d'activité. Le Transformers Summit va réunir des entrepreneurs et des innovateurs ainsi que le secteur privé et public. Plus de 297 milliards de francs CFA sont déboursés pour le démarrage des financements des petites et moyennes entreprises, mais aussi des jeunes entreprises, cela afin de faciliter leur progrès socio-économique dans leurs villes et communautés respectives. Justement, Boubacar Dieng, l'entrepreneuriat numérique semble avoir déjà pris du plomb dans l'aile. 80% des startups sombrent, ce avant leur 5e anniversaire. Tout au plus problématique, les incubateurs peuvent-ils changer la donne? La problématique, ou plutôt la question, était au cœur de la 5e édition du concours Gaindé Challenge Entreprendre. Le Théâtre national Daniel Sorano a abrité la rencontre, une table ronde ce matin, un débat suivi d'une cérémonie de remise des prix aux lauréats 2019 du Gaindé Challenge Entreprendre. Ce compte-rendu est signé Augustin Mandang et Moustapha Gabar Diop. Digital et monde rural, c'est sur ce thème que 15 équipes d'étudiants sénégalais ont présenté des projets innovants dans le cadre du Startup Challenge 2019 organisé par Gaindé 2000. Une occasion pour eux de découvrir de manière concrète l'entrepreneuriat et de développer un projet cohérent. Comment est-ce que le digital, avec toutes les innovations que nous connaissons, peut-il améliorer les conditions de vie et le développement économique du milieu rural. Et ce défi que nous avons lancé aux étudiants, ils l'ont relevé avec beaucoup
de compétences et de brio et beaucoup d'imagination. Et nous venons donc de voir à quel point la jeunesse est imaginative par rapport à des réalités qui concernent notre sociologie propre. Une table ronde a précédé la cérémonie de remise de prix du concours pour explorer la place des incubateurs dans la création d'emplois au Sénégal et leur rôle dans la croissance économique. Et donc, il était important que tous les acteurs qui aujourd'hui s'activent pour la promotion des incubateurs aient un échange pour voir quelles sont les cohérences qu'ils doivent mettre en œuvre pour pouvoir permettre justement à cet outil qui est constitué par les incubateurs de justement remplir la fonction d'accélérateur pour l'entrepreneuriat et de création d'emplois. Et à ce titre-là, nous avons eu vraiment des retours d'expérience très intéressants. Le Sénégal entend créer 35 000 emplois à travers le numérique pour qu'il occupe 10% du PIB à l'horizon 2025. Mais de nombreux préalables sont requis. L'adoption, il y a quelque temps, en Conseil des ministres de la loi sur les startups, le Startup Act, est un signal important en termes d'amélioration du climat des affaires, pour le dire ainsi, pour les startups, mais également, pourquoi pas, pour les PME. Donc, effectivement, l'environnement également, en termes d'accès au financement, est difficile. On ne peut pas se contenter de recevoir du coaching et du business development. À un moment, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Les deux projets lauréats du concours proviennent de Subdeco et du SIGA, le Centre d'informatique et de gestion appliquée. Les deux équipes disposeront d'un accompagnement de Gaïndé 2000 et de l'ADER pour pérenniser leur projet. Guet-Ndar, les nuages se dissipent sur les eaux mauritaniennes. Les pêcheurs pourront désormais y naviguer sans crainte. Le ministre de la Pêche leur en a donné l'assurance, Alioune Ndoye, qui s'est par ailleurs prononcé sur la brèche, une brèche qui a causé déjà la mort de plusieurs centaines de pêcheurs à Ndar. Mam Abdougaye Kassé avec Momar Alice Niang. Les vagues de l'Atlantique seront plus calmes pour les pêcheurs sénégalais. Ils peuvent pousser un grand ouf de soulagement et pourront travailler tranquillement dans l'espace maritime de la Mauritanie. Le ministre sénégalais de la Pêche, qui revient d'une mission officielle à Nouakchott, a confirmé la bonne nouvelle. Nous avons pu obtenir de ces autorités, en tout cas l'annulation de la plupart des choses qui posaient problème. À savoir, ils ont accepté d'annuler donc le paiement du 3e trimestre qui se rattache à la licence. D'annuler également la plupart des amendes qui étaient en tout cas établies, sauf une nature d'amende qui touche justement au type de pêche qui sont interdits au niveau de la Mauritanie, mais également d'accepter de proroger ce protocole pour une année à nouveau, donc nous permettant derrière de tout étudier sereinement et de mieux discuter avec les autorités mauritaniennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos acteurs sont dans la situation de pouvoir reprendre sereinement leurs activités. Alors il était important que je vienne ici pour dire aux acteurs que la Mauritanie est un pays souverain qui a ses propres lois et propres politiques et qu'il n'était pas envisageable pour nous de ne pas respecter sur le territoire mauritanien les règles mauritaniennes. Au sujet de la brèche de Saint-Louis qui a provoqué la mort de 400 personnes, Alioune Ndoye a annoncé que des mesures d'urgence sont prises pour arrêter le massacre. Ça, c'est un point critique, la brèche, parce que aujourd'hui, il va falloir beaucoup de surveillance et de discipline pour la traversée de cette brèche-là. Il y a un programme qui va être lancé là. Bon, je ne vais pas vous donner le montant, parce que souvent on avance les montants, mais ce n'est même pas, je dirais, la solution définitive. C'est une solution à court et moyen terme. L'État a une ambition beaucoup plus grande pour cette brèche-là et qui réclamera des investissements énormes pour en tout cas rétablir toute cette zone-là du point de vue environnemental, écologique et également d'un passage sécurisé pour les acteurs de la pêche. Donc sous peu, nous reviendrons pour parler de cette brèche, mais de façon concrète. Avant de prendre congé, le ministre de la Pêche a invité les acteurs de la pêche artisanale à se rapprocher des services de son département pour disposer des nouvelles pirogues en fibre de verre qui garantissent plus de protection et de sécurité. Des pirogues insubmersibles.
La compagnie Air Sénégal SA a réceptionné un nouvel avion ce mercredi, un A330 Neo flambant neuf, un appareil doté d'une technologie de pointe et qui offre un grand confort à ses passagers, un confort qui a été testé par le chef de l'État, Macky Sall, lui-même qui a présidé cette cérémonie de réception à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Macky Sall qui a annoncé également à l'occasion 8 nouveaux Airbus pour renforcer la flotte de la compagnie nationale. Augustin Mandang et Oumar Kane étaient de la partie. Ce deuxième aéronef porte le nom de Sine Saloum pour célébrer un autre de nos terroirs traditionnels. Après Casamance, voici Sine Saloum, le deuxième et tout nouvel avion A330 Neo dont Air Sénégal vient de se doter. À son bord, ses premiers passagers, dont le ministre du Tourisme et des Transports aériens et le directeur général de Air Sénégal, ce sont eux-mêmes qui ont guidé la visite du président de la République dans l'avion. C'est un Macky Sall visiblement satisfait qui est redescendu du A330 Neo baptisé Sine Saloum. Cet appareil moderne de dernière génération d'une capacité de 290 sièges, doté de technologies de dernière génération, vous propose un aménagement intérieur de haute qualité, offrant ainsi des innovations en classe business, premium et économique. Satisfait au point de faire une autre commande de 8 autres Airbus. Notre pavillon national compte à présent 6 appareils. Évidemment, auxquels il faudra bientôt ajouter 8 nouveaux Airbus A220-300, Néo toujours, puisque nous avons fait le choix de l'économie, le choix de la préservation de notre environnement climatique, et donc nous avons fait l'option de moteurs de nouvelle génération. Et cela est un indicateur de performance. Plus que cela, c'est un indicateur d'émergence pour le Sénégal. Cela mérite d'être souligné. En l'espace d'une année, le Sénégal s'est doté de 2 Airbus. Le projet très cher au chef de l'État Macky Sall de faire de Dakar un hub aérien prend forme et avance à grands pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et petit à petit, l'oiseau déploie ses ailes. L'école publique sénégalaise est l'une des meilleures au monde. C'est la conviction du professeur Daouda Ndiaye, et ce malgré toutes les difficultés auxquelles celle-ci est confrontée. Cependant, l'enseignant-chercheur préconise plus de solidarité à l'égard surtout des enfants issus de familles démunies, une solution au décrochage précoce à la perdition scolaire. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie de remise de kits scolaires, c'était à Kolda. Le professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Écoutez-le avec Seydou Diatta. Parce que c'est cette même école publique qui m'a formé, qui est en train de former d'autres jeunes et qui est en train de créer des Sénégalais qui participent au développement de notre pays. Donc, quoi qu'on puisse dire, l'école publique sénégalaise est l'une des meilleures et une école publique qui est bien. Il y a des difficultés, certes. Et ces difficultés ont toujours existé, existent partout, existeront tout le temps. L'essentiel, c'est de pouvoir les limiter et faire en sorte qu'on puisse avoir des solutions aux difficultés. Et là, ça ne viendra pas uniquement de l'État, encore moins aux collectivités territoriales. Il faut que tout Sénégalais qui réussit dans sa vie comprenne qu'il doit accompagner l'État, mettre en place un système qui évolue favorablement de jour en jour, d'année en année, de façon crescendo,
pour que demain, qu'on ait une école parfaite. Mais nous ferons en sorte, dans le cadre de notre mouvement, pour qu'ensemble, qu'on puisse apporter un plus. D'abord à travers la célébration de l'excellence. Parce qu'un enfant qui reçoit un kit scolaire, parce qu'il a bien travaillé à l'école, permet de régler deux choses. D'abord d'être honoré devant les autorités régionales, mais également recevoir des lots importants qui leur permettent d'épargner leurs parents de ces dépenses, en tout cas en fourniture. Mieux, il permet à un enfant qui pouvait tomber malade et ne pas avoir les moyens qu'il lui faut pour aller à l'hôpital, de pouvoir quand même accéder à des soins gratuitement. Et là, pousseront les autres enfants. Je suis persuadé que cette année, on a primé 1500. L'année prochaine, il y a d'autres 1000 ou 5000 qui voudront tout faire pour en bénéficier. Il y aura une compétition positive au sein de l'école, mais également au sein des familles. Concertation entre le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfance et des associations des maîtres coraniques. La rencontre à l'initiative de Ndeye Saly Diop Dieng se tient dans un contexte tendu avec notamment l'affaire de Ndiagne qui a connu son épilogue hier avec la condamnation à 2 ans avec sursis des prévenus. Les politiques de protection de l'enfance étaient au menu de cette rencontre. Cheikh Gueye et Tidiane Cissé signent le compte-rendu. Les maîtres coraniques ont débarqué de partout, notamment des 45 départements que compte le Sénégal. Ils sont venus répondre à l'invitation du ministre en charge de la famille et de la protection des enfants. Ensemble, l'Assemblée a eu un large échange de points de vue sur les questions touchant les plus petits. En venant à notre rencontre ici, avec l'assentiment du chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, nous voulons bâtir avec vous des lignes directrices pour une action conjointe, lucide, mettant en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Je me tiens dès lors dans une disposition de grande écoute de toutes les issues et perspectives que vous jugez utiles et pertinentes pour aller vers le résultat attendu dans un délai raisonnable. Dans ce processus, toute idée est la bienvenue pourvu qu'elle s'inscrive dans le renforcement de la protection des enfants. Cette rencontre a été mise au profit par le ministre de la Famille, Ndeye Saly Diop, pour lancer un appel fort en direction des maîtres coraniques et Serigne Dara afin de lutter contre le phénomène de la mendicité des enfants dans les villes sénégalaises. Détournée de sa forme originelle d'éducation et d'apprentissage de la vie, la mendicité des enfants a atteint aujourd'hui des proportions inquiétantes sur quasi totalement l'ensemble du territoire national. Que les maîtres coraniques et responsables de Dara sont des acteurs clés et incontournables dans la recherche de solutions durables. Nous entendons, mes collègues et moi, construire une réponse sénégalaise à un problème sénégalais. Pour en finir avec la maltraitance et les traitements dégradants à l'encontre des enfants, la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal préconise à son tour le vote d'une loi qui réglemente le secteur des Dara. Pour la prise en charge de nos recommandations, il nous faut un cadre réglementaire. La loi doit être votée à l'Assemblée nationale pour réglementer le secteur. Et c'est sur la base de cette même loi qu'on peut exiger au gouvernement des subventions. Depuis plus d'1 an, la loi est validée par les maîtres coraniques et toutes les familles religieuses du pays, mais peine toujours à être appliquée. On ne comprend pas. La question de la maltraitance des enfants est devenue récurrente et doit immédiatement trouver une solution. Du fait simplement que les civilisations sont en avance ou en retard, selon qu'elles s'occupent bien ou mal des tout-petits qui sont notre plus grand trésor. Les oulémas se sont regroupés en association pour justement apporter leur contribution au changement de comportement et à la valorisation de l'éthique au Sénégal, mais également de la citoyenneté. L'Union des oulémas pour l'éthique et la citoyenneté qui souhaite que le dialogue national soit inclusif avec une prise en charge réelle des besoins des populations, les besoins de base. Abdou Khadre Diouf est au micro de Mamadou Lamine Fati. Ils sont imams, maîtres coraniques, délégués de quartier, société civile, même de simples citoyens. Une seule chose les rassemble. Ils veulent la renaissance des valeurs citoyennes. Après la constatation de la dégradation avancée des mœurs au niveau du Sénégal, qu'un certain nombre
de citoyens, de patriotes qui sont particulièrement des religieux ont pris l'initiative de créer un mouvement parce que le manque criard de citoyenneté et d'éthique est tel qu'aujourd'hui on ne peut plus croiser les bras et observer. Donc ce mouvement-là s'est levé pour parer à certaines pratiques. Par exemple, nous constatons qu'il y a eu des échanges d'injures entre des ennemis, entre des tariqas, ce qui n'est pas du tout normal au niveau de ce Sénégal-là. Sur le dialogue national, l'Union des oulémas pour l'éthique et la citoyenneté appelle à ne pas en faire une affaire politique, mais plutôt que cela soit inclusif. Donc ce dialogue national-là est une occasion pour que toutes les parties du Sénégal, et en particulier les religieux, j'allais dire, donnent leur point de vue, donc apportent leur contribution à ce dialogue-là. Donc le dialogue, ce n'est pas simplement un dialogue politico-politique, mais la politique c'est bien parce que ça permet de gérer la cité, mais il faudrait que la politique aussi prenne en compte les idées de tous les citoyens, en particulier les religieux, parce que le Sénégal, quoi qu'on dise, est un pays extrêmement, profondément religieux, donc on ne peut pas ne pas tenir compte de cet aspect religieux-là. Regroupée autour d'une association, l'Union des oulémas pour l'éthique et la citoyenneté souhaite un changement de comportement des citoyens et des autorités tout en renforçant les valeurs d'éthique et de citoyenneté chez la population. Le volontariat pour un futur inclusif, c'est le thème de la journée internationale des volontaires ce 5 décembre. Au Sénégal, ils sont exactement plus de 10 000 agents de sécurité de proximité, les ASP, et 50 000 volontaires pour la sauvegarde de l'environnement, sans oublier les éléments de la Croix-Rouge. Le secrétaire général du gouvernement a salué l'engagement de ces volontaires auprès des citoyens sénégalais. Voici Alioune Badara Diop au micro de Amago Robert Niang. Cette journée nous permet d'apprécier à sa juste valeur l'esprit de sacrifice. Et vous en conviendrez avec moi, le volontariat est un sacerdoce. C'est un sacrifice, un don de soi, et le film l'a dit, c'est la solidarité personnifiée. Chers volontaires, cette journée spéciale qui vous est dédiée depuis plus de 30 ans est un moment privilégié pour saluer votre engagement aux côtés des populations les plus vulnérables. Le thème de l'édition 2019, intitulé, je cite, « Le volontariat pour un futur inclusif », fin de citation, est en parfaite conformité avec, à la fois avec l'objectif de développement durable numéro 10, qui dit réduction des inégalités, et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'installer notre économie sur une trajectoire de croissance forte, inclusive et durable. Voici le récit de Abdourahmane Ly. 58 corps repêchés et 85 survivants, c'est le bilan provisoire du naufrage d'une embarcation au large de la Mauritanie. Une embarcation qui était censée jeter l'ancre en Espagne et qui a quitté la Gambie avec environ 150 personnes à bord. Un naufrage dont la cause serait le manque de carburant et un surnombre qui ne dit pas son nom puisque l'embarcation dont il est question serait une simple pirogue, affirment ainsi quelques rescapés qui ont réussi à rejoindre la côte. La porte-parole de l'OIM, au-delà de sa déclaration sur leur mission qui est de prendre soin des survivants et de leur apporter l'aide nécessaire, elle a annoncé que les victimes ont été très rapidement enterrées près de Nouadhibou sans être identifiées. Au Nigeria, 14 personnes enlevées, dont 2 humanitaires de la Croix-Rouge dans le nord. Ils ont ainsi été interceptés par des insurgés affiliés à l'État islamique, selon des sources sécuritaires. Ces 14 victimes qui se dépêchaient de rejoindre Maïdougourou, une ville du Nigeria, les ont confondus avec les militaires en patrouille. Évident après le témoignage d'une autre source sécuritaire qui informe que les djihadistes trompent les automobilistes en montant de faux barrages. Il va plus loin en faisant savoir qu'un militaire et sa famille font partie des otages.
Si ce n'est pas au Nigeria, c'est au Cameroun. 21 personnes ont été enlevées par des membres du groupe Boko Haram. 4 ont ainsi réussi à s'enfuir, mais au fait une autorité administrative du pays. En attendant de libérer les autres 14 otages, une opération de ratissage est en cours et des recherches engagées. Boko Haram, dont l'insurrection a débuté en 2009 au Nigeria, continue avec ses conséquences désastreuses. Près de 13 000 attaques qui ont entraîné 250 000 déplacés et plusieurs milliers de morts. En France, pour terminer, où le mouvement de grève générale est massivement suivi. Transport à l'arrêt, écoles fermées, mobilisation des retraités et enseignants, autant de conséquences de cette grève générale. Tous ceux qui ont décidé de se rendre au travail ont ainsi utilisé leurs moyens de transport personnel motorisés ou non. La mobilisation de quelques cars appelés cars Macron est donc prévue pour traverser l'île de France pour essayer de combler le gap des transports en commun en grève. Abdelrahmane, merci, c'est la fin de ce journal. La suite de votre programme sur ITV ce soir. Retrouvez Tchambarti dîner à 21h30 avec Imam Amadou Maktar Kanté. Et puis la demi-heure de Kangforé avec Bakary Sissé. Ce sera avec Zakaria Sissé. Ce sera à 21h exactement pour 30 minutes. Un peu avant, Keno Askanui à 20h30. Et dans quelques petites minutes, Jimmy Carter nous inspire avec le professeur Ella Songue Diouf. Juste avant, tout de suite donc, Sophia Ba dans IR. Bonne soirée sur ITV. À demain, Inch'Allah.